Caramel. 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 Je vous en parlais la semaine dernière. Depuis le 3 décembre dernier, le gymnase Saint-Cernin était occupé par une quarantaine de personnes vivant dans la rue, dont 23 enfants bénéficiant du soutien d'un certain nombre d'associations, du DAL 31 à la FCPE, en passant par la Ligue des droits de l'homme, le réseau Éducation sans frontières, le Cercle des voisins, la FSU 31, mais aussi des personnes lambda, des lycéens et des lycéennes du lycée Saint-Cernin et de certains de leurs professeurs. Les occupants du gymnase demandaient aux autorités de l'État la simple application de la loi DALO, cette loi sur le droit au logement opposable, votée en mars 2007 et garantissant, je cite, le droit à un logement décent et indépendant à toute personne qui n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Après 10 jours de quasi-statu quo, entre tentatives pathétiques d'isolement des occupants du gymnase par la préfecture, manifestation de soutien devant le gymnase et volonté ridicule de la mairie de Toulouse d'empêcher les journalistes de rentrer en contact avec les sans-abri, un rendez-vous a eu lieu mardi dernier à la préfecture de Haute-Garonne. Rencontre débouchant sur une première victoire, l'obtention de places en résidence hôtelière pour l'ensemble des personnes occupant le gymnase Saint-Cernin, et cela pour une durée indéterminée en attendant un hébergement stable et adapté, l'hébergement pérenne qui reste l'urgence pour ces familles. Tout donc n'est pas encore réglé, affaire à suivre, mais quand même c'est presque un peu réjouissant avant cette fin d'année. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 33, réalisé par Paul Benaïm. Ce soir on parle de cirque, on parle de la grainerie, on en parle et on parle aussi de Hurt Me Tender, le spectacle de la compagnie Cirvost, visible à la grainerie jusqu'à peu près à la mi-janvier 2022. On en parle en studio avec Alexandrine Bianco, administratrice de la compagnie Cirque Vost, et puis on en parle également en studio avec Laurence Albert, attaché de presse de la grainerie, tandis qu'au téléphone nous aurons dans un premier temps Serge Boras, le directeur de la grainerie, et ensuite Benoît Belleville, acrobate et responsable artistique à la compagnie Cirvost, qui est en train de s'échauffer puisque cette compagnie jouera une représentation de ce spectacle Hurt Me Tender aujourd'hui à partir de 20h30. Gaël Cérez, le rédacteur en chef de Médiacité Toulouse, nous parlera ensuite des états d'âme actuels des catholiques toulousains de gauche et nous expliquera sans doute que cette catégorisation de catholiques de gauche n'a rien d'un oxymore. Et puis en fin d'émission, notre bon professeur Thibaut clôturera cette dernière émission de l'année par une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, érudite, foutraque et néanmoins essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Une nouveauté en forme de conte de Noël. 29 août 2005, souvenez-vous, cyclone Katrina. Plusieurs quartiers de la Nouvelle-Orléans se retrouvent sous l'eau. Les digues les protégeant ont cédé sous les coups de vent, les trombes d'eau et la négligence à les entretenir. Le quartier résidentiel de Gentilly est un de ces quartiers sinistrés. C'est là aussi que se trouve le studio Sissent, un studio mythique fondé par le patriarche de Rhythm and Blues de la Nouvelle-Orléans, Alain Toussaint. C'est là
par exemple que Patti LaBelle enregistra au milieu des années 70 Lady Marmalade et son fameux refrain repris en chœur par des générations de joyeux fêtards complètement éméchés. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Lui aussi, ce studio est submergé et avec lui des dizaines de masters d'albums enregistrés entre ses murs. Ceux d'Alain Toussaint bien sûr, mais aussi ceux de Dr. John, d'Irma Thomas, des Wings de Paul McCartney, de Joe Cooker ou encore des Meters. Les bandes que l'on arrive à sauver à ce moment-là de la boue sont rapatriées dans un entrepôt de Ventura en Californie par le nouveau propriétaire du 6 Cent Studio. 6 Cent Studio par contre qui a jamais perdu pour la musique. 12 ans plus tard et suite à une saisie, l'ensemble de ces bandes sont achetées par un vendeur qui officie dans les puces à Los Angeles. Sans le savoir, il est en possession d'enregistrements de Lee Dorsey, de Willie West ou encore des Meters, certains jamais parus. Et parmi eux, un album inédit et pas tout à fait terminé de Leo Nocentelli, le guitariste et fondateur avec Art Neville de ces Meters dont je vous parle depuis 5 minutes. Les Meters, ce groupe mythique de la musique néo-orléanaise qui a officié comme groupe du studio maison du 6 Cent Studio. Ce guitariste qui était devenu en quelques années de passage dans ce studio un guitariste phare du funk néo-orléanais et par contre c'est dans un autre style que l'on le retrouve dans cet album conçu et réalisé entre deux opus des Meters à la fin des années 60. Album qui se retrouve finalement dans les mains d'un collectionneur qui acheta tout le stock à la première personne qui travaillait dans les puces et qui se retrouva donc avec un stock phénoménal de bandes. Et dans ces bandes, il voit une petite boîte étiquetée Nocentelli. Intrigué, il l'ouvre et miracle. C'est mon album country et western. Je pensais que cette partie de ma vie avait complètement disparu, dira Leo Nocentelli lorsqu'on lui annoncera la nouvelle de cette découverte. 4 ans plus tard, nous sommes donc en 2022, Another Side, le nom de l'album perdu puis retrouvé de Leo Nocentelli est disponible désormais grâce au label Light in the Attic. Il y est question de femmes fortes, de la dureté des travaux au champ, de la vie quotidienne dans le delta du Mississippi, tout ça sur des accords de guitare sèche, musique folk lumineuse et forcément funky. On n'est pas loin des compositions de Bill Withers, de celles aussi de Terry Callier. Allez, on va écouter ça tout de suite. Leo Nocentelli, Riverfront, extrait donc de Another Side, l'album retrouvé de Leo Nocentelli. C'est caramel mou et c'est tant mieux. Up early in the morning, each and every day, looking forward to Friday, that's when I get my pay. I walk to work every morning, 'cause I ain't got no car. Getting what I want is so close, yet it seems so far. Working on a river front ain't easy, but it's gonna have to do. It's gonna have to do. Thinking about where I've been, the whistle blows, there I go, back to work again. I say, hey boss man, what about a raise? But he shakes his head and walks away and say, come back in a few more days, yeah. Working on the river front ain't easy, but it's gonna have to do. It's gonna have to do. Yeah, now.
easy tomorrow, 'cause tomorrow is another day. Still looking forward to Friday, that's when I get my pay. Working on a river front ain't easy, but it's gonna have to do. It's gonna have to do now, 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 now. Yeah, yeah, yeah. It's gonna have to do. It's gonna have to do, yeah. Working on a river front ain't easy, but it's gonna have to do. But it's gonna have to do. But it's gonna have to do. But it's gonna have to do, do, 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 do. But it's gonna have to do. Qu'est-ce que c'est? Caramel. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Oui, donc ce soir, on commence par parler de cirque avec la grainerie, aussi avec la compagnie Cirque Vost qui montre un de ses spectacles actuellement à la grainerie, et cela jusqu'au 9 janvier. Et au téléphone, pour nous parler de la grainerie, Serge Boras, bonsoir. Bonsoir Philippe. La grainerie, donc un lieu emblématique du cirque à Toulouse, avec le Lido, l'école du cirque qui est juste de l'autre côté de la grainerie, de l'autre côté de la rocade. Serge Boras, on a d'abord envie de vous demander de vous demander des nouvelles de la grainerie, de ce lieu qui d'ordinaire est là aussi pour favoriser la création de spectacles. Comment s'est passé pour vous la période du Covid? Passé le choc que je pense d'autres secteurs, et en tout cas tous les secteurs du spectacle vivant a ressenti, on a essayé de se remettre en route le plus vite possible, parce que évidemment l'absence de contact physique pour la pratique des disciplines circassiennes, ça pose un certain nombre de problèmes, voilà, qui n'est pas utile de détailler, qu'on imagine aisément. Donc, dès que possible, et en lien alors avec nos collègues des fédérations de spectacles, des fédérations des écoles, avec un soutien, disons-le, quand même très appuyé des collectivités qui étaient extrêmement à l'écoute des difficultés du secteur artistique et culturel. En tout cas, nous, ça a été le cas. On a remis en place aussi vite que possible des accueils en création. L'entraînement, alors au début avec beaucoup de difficultés, parce qu'il fallait essayer de se comparer par exemple aux disciplines sportives, donc dans une salle d'entraînement énorme. Au début, on a mis un artiste tous les 10 mètres, je ne sais pas ce que vous imaginez, dans cette salle où les artistes que les artistes aiment fréquenter pour des histoires d'émulation, de pair à pair, de rencontres, de synergie, se retrouver seuls déjà, faire de la pratique en solo, de ne pas pouvoir faire de main à main, bref. Tout ça a été très compliqué. Et puis, au fur et à mesure que les conditions sanitaires l'ont permis, on est allé vers de nouveau de l'entraînement dynamique à plusieurs, de nouveau des véritables accueils en création. Et avec un travail de résidence comme cela a pu se faire dans pas mal de centres culturels toulousains ou de bars ou de salles privées. L'accueil en créa, c'est l'accueil en création. C'est les résidences. Effectivement, voilà. Rapidement, on a pu permettre aux artistes de montrer des travaux. Alors, vous savez, ça a été permis pour le secteur professionnel. On a pu considérer le secteur professionnel de façon plus ou moins élargie. Au bout d'un moment, nous, on a pris la décision aussi d'accueillir des groupes d'étudiants. Parce qu'on est plusieurs à intervenir à l'université, et quand on a vu dans quel état psychologique ils étaient, on se dit, bon, c'est pas possible, tant pis, si on peut accueillir 60 pros dans une salle, on peut bien accueillir 60 pros et 10 étudiants, quoi. Voilà. Et je dois dire qu'on n'est pas mécontent de l'avoir fait, voilà. Et puis, comme tout le monde, on a accompagné beaucoup de créations, et maintenant on se demande un peu comment on va s'en débrouiller. Oui, parce que c'est vrai que va se passer pour votre secteur, ce qui se passe pour le secteur de la musique ou du théâtre, toutes ces compagnies, tous ces groupes, tous ces artistes sont maintenant confinés dans un entonnoir. Il y a plein de créations qui se sont montées pendant le confinement, il faut les montrer, et par contre tout le monde ne pourra pas le faire.
Voilà, alors pour ce début de saison, quand même, une note optimiste pour nous, très optimiste même. Donc on a une saison qui est qui est plus par rapport à une saison habituelle. Et tout le premier trimestre, il y avait du monde partout, tout le temps. Que ce soit à les graneries, chez nos partenaires de l'Européenne du cirque, chez nos partenaires de la Nuit du cirque, au Cirque des Vins Nature, maintenant sous le chapiteau du Cirque Vost. On n'a pas connu un seul incident de parcours public depuis début septembre. Ouais. Donc on croise les doigts, on se dit que le cirque a une bonne étoile au-dessus de sa tête, là, qu'on la mérite aussi, qu'on la mérite, voilà. Oui, c'est peut-être une autre façon de dire que le public est présent sur ce style de proposition de spectacle et qu'il était avide de refréquenter les gradins des cirques. Oui, la preuve. Ouais. Donc, en ce moment, vous recevez une troupe de voltigeurs, Cirque Vost. On va en parler un peu plus avec Alexandrine Bianco qui est juste à mes côtés. Simplement nous dire pourquoi avoir choisi cette compagnie pour ce qui est quand même l'événement phare de la grainerie, le spectacle de Noël qui est traditionnellement un moment où la troupe qui est invitée reste très longtemps à la grainerie. Oui, l'équipe est arrivée en montage mi-novembre, je n'ai plus la date précise en tête, Alexandrine nous le dira, ça me rappelle certainement. Et elle sera mi-janvier, parce que le chapiteau qui est installé place de l'itinérance devant chez nous est assez impressionnant, parce que c'est un spectacle, vous l'avez dit, extrêmement physique, extrêmement engagé, donc il faut du temps de mise en place de l'équipe, de répétition avant de s'engager dans cette série effectivement de plus de 20 de représentations. Il n'y a pas beaucoup de structures en France qui offrent cette possibilité. Et pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui est essentielle à notre paysage circassien en région, en France et même ailleurs. Il n'y a plus beaucoup de grandes équipes qui se livrent comme ça à cette discipline des grands aériens, qui prennent des paris d'écriture aussi un petit peu fous, parce que moi je me souviens très bien la présentation de ce projet il y a quelques années par Benoît Belleville et Alexandrine Bianco, sur ce pari de présenter des disciplines de l'aérien, du cadre, de la voltige, etc. à différentes hauteurs des spectateurs. Alors même si on n'est pas exactement à l'endroit où il s'était arrivé, il est resté quand même ce pari que dans une même enceinte, dans le même chapiteau, on aurait accès à des visions différentes, qu'on serait nous aussi positionnés un peu dans l'espace. Voilà, un peu comme ils le sont, évidemment qu'on ne vit pas la même chose, mais de les voir à des niveaux très très différents et dans des configurations d'écriture de la voltige, parce que ça c'est très important. C'est pas uniquement un exercice physique, c'est pas uniquement quelque chose d'impressionnant, c'est une véritable discipline artistique. Et là, on peut apprécier à travers ce spectacle ce que ça veut dire véritablement que d'écrire, que de circographier, si vous me passez ce mot, ce néologisme voltige aujourd'hui, quoi. Mais écoutez, Serge Borras, merci de nous avoir joints. On va vous laisser sur ces mots. Nous, on va reprendre avec Alexandrine Bianco en attendant que Benoît Belleville nous joigne aussi pour parler de ce spectacle, lui aussi au téléphone. Merci Serge pour ce coup de fil express et à très bientôt. À bientôt. Alexandrine Bianco, revenons un peu donc à la compagnie Cirque Vost, une compagnie aérienne d'artistes trapézistes, mais pas que. C'est vrai qu'on découvre aussi des exercices, des numéros qui se font à 1 ou 2 mètres du sol, quelquefois même à ras le sol. Comment est née cette troupe ? Je rappelle simplement que vous êtes l'administratrice de ce groupe, le Cirque Vost. Alors la compagnie est née fin 2007, à la fin d'une autre grande compagnie aérienne qui s'appelait les Arceaux. Et en fait, quand les Arceaux ont décidé d'arrêter, une petite partie des artistes et des protagonistes de cette compagnie, qui étaient encore jeunes, a eu envie de continuer dans la voltige. Donc la solution était de créer une compagnie, donc c'est ce qui s'est passé. Donc le Cirque Vost est né comme ça. Cirque Vost pour version originale sous-titrée, puisqu'à la création de la compagnie, on avait 6 ou 7 nationalités différentes. Ce qui est peut-être pas tout à fait le cas maintenant, mais de toute façon, dans ce qu'on entend pendant ce spectacle, on entend bien des langues qui ne nous sont pas complètement connues. Tout à fait, et puis l'idée c'était justement de dire que finalement c'était le
langage acrobatique et aérien qui serait le sous-titrage. La ligne artistique de cette compagnie est fondée sur quoi? Et après, on va revenir aussi là-dessus avec Benoît qui est au téléphone. Oui, Benoît en parlera beaucoup mieux que moi, je pense. Mais la ligne artistique, elle tourne sur les rapports entre les individus, l'individu, le groupe, et puis cette envie de travailler à la déstructuration des codes de la voltige aérienne tels qu'on les connaissait dans le cirque traditionnel. Et qui étaient lesquels? Et qui étaient, alors ça, il en parlera mieux que moi, mais les tops qui sont marqués, les types de passages, les saluts après chaque figure, etc. Et puis le fait aussi de rester toujours en haut, alors qu'on a eu envie effectivement de redescendre de temps en temps. Benoît Belleville, bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre un peu de temps pour nous téléphoner depuis la grainerie où vous êtes en train de vous échauffer. La prochaine représentation aura lieu à 20h30. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ce que vient de nous dire Alexandrine, notamment sur la ligne artistique que vous suivez avec votre compagnie depuis le début de sa création en 2007? Alors, est-ce que vous avez 2 heures devant vous? Non, on a peut-être 2 minutes 30. Non, bien sûr. Non, mais effectivement, et puis Serge en parlait aussi au niveau de l'écriture, au niveau des écritures circassiennes, et Alexandrine aussi en parlait. Effectivement, on était sur une ligne artistique qui est d'aller exploiter la voltige dans tous ces endroits, c'est-à-dire que en fait c'est pas seulement que du frisson et que de l'exploit, mais ça peut être d'autres émotions comme de la poésie, comme de la sensation, comme de l'abandon, comme de la peur. Et en fait on va aller chercher un peu tout ça et on se sert d'autres disciplines comme le jeu, comme la danse, comme la musique pour les aborder. Et Alexandrine parlait de déstructuration de la voltige, c'est effectivement aussi un endroit un laboratoire qu'on essaye de mener depuis presque 15 ans, d'aller au-delà de prendre son trapèze pour faire une figure, mais d'essayer soit de rester en l'air le plus longtemps possible, soit de chuter en début de spectacle pour démystifier le fait que, bien évidemment, un voltigeur, ça tombe. Et du coup, on va aller chercher le mouvement aussi dans la voltige, c'est-à-dire que essayer d'être désarticulé, essayer de trouver des façons autres que le standard en fait. Voilà. Et c'est vrai que dans ce spectacle-là, on voit autant des artistes à 3, 4, 5, 6 mètres du sol que faire des voltiges, mais à 1 mètre du sol, voire à 50 cm pour ce numéro de patin à roulettes que l'on voit au milieu du spectacle. Effectivement. Alors là, c'est un désir qu'on a eu sur Earth Meet Thunder qui vient de loin, hein, parce que comme on le disait sur l'écriture de la voltige, souvent le voltigeur est tout petit, il est là-haut et sa théâtralité, elle est très inexploitable parce que les gens on ne voit pas en fait, on voit pas le visage, on voit pas les expressions. Et en fait, dans ce spectacle, on avait envie de se rapprocher du public, d'être dans une intimité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on commence par être intime avec le public pour qu'une fois qu'on monte à 15 mètres de haut, les gens nous connaissent déjà, sachent déjà qui est ce personnage. Ils l'ont vu de près, ils l'ont vu transpirer, ils l'ont même senti, son odeur. Oui. Et en fait, c'est ça qui est important aussi, c'est de trouver cette intimité, ce rapport-là avec le public qui est différent que d'habitude à 15 mètres ou 20 mètres de haut, quoi. Et on vous a vu, puisque le spectacle commence avec les artistes qui sont au milieu du public et qui sortent du public pour commencer une empoignade assez sauvage. Il paraît, mais je suis pas sûr. Faut venir voir pour le croire. Ah oui, d'accord. Alors, je vais pas spoiler, mais bon, oui, mais c'est une façon de se rapprocher du public, effectivement. Voilà. Quel est le propos de ce spectacle donc que vous avez créé, si je me souviens bien, en 2018? Ouais. C'est pas une de vos dernières créations. Quel est le propos de ce Earth Meet Thunder? Blesse-moi tendrement, là aussi, joli oxymore. C'est ça, fais-moi mal tendrement, je dirais même plus. En fait, le propos, il nous est apparu assez naturellement, et comme disait Alexandrine, on travaille sur l'individu, on travaille sur le groupe, on travaille comment l'individu est dans le groupe, comment le groupe absorbe un individu. Et en fait, ce travail d'Earth Meet Thunder, ça a été un peu aussi une maturité d'une compagnie avec des gens qui se connaissent depuis 15 ans, à peu près. Enfin, un peu moins, puisque c'était il y a 3 ans qu'on l'a créé.
et qui se base sur beaucoup de, on va dire, de nobles émotions comme le respect, la confiance. Et en fait, on a voulu un petit peu recréer quelle est notre vie de compagnie à travers ce spectacle, mais aussi qu'est-ce qu'on ressent de la société à travers ce spectacle. Puisque en fait, c'est un reflet de ce qu'on vit ailleurs, de ce qu'on vit tout le temps. Earth Meets Thunder, c'est fait-moi mal parce que notre métier, il nous fait mal. C'est physique, ça nous fait mal, c'est sportif, c'est un corps qui est poussé à des limites qui sont quand même assez intenses. Et en même temps, c'est des câlins parce qu'on s'aime en fait. On s'aime entre nous et on a besoin de câlins. Et c'est un peu aussi le reflet de ce qui se passe dehors. C'est la société, elle est violente. Elle est violente quand on est dans la rue, elle est violente quand on voit ce qui se passe. Et en même temps, on a besoin de tendresse quelque part. Donc c'est un peu tout ça. C'est un peu cette maturité-là. Et on a voulu raconter un peu pourquoi de temps en temps, en fait, on se fait mal et pourquoi aussi de temps en temps on a besoin d'amour. Et c'est vrai que vous parlez de nobles sentiments. Effectivement, on évoque et on peut voir dans votre spectacle des rapports amicaux, des rapports solidaires, de l'entraide, de l'amour, de l'amitié. N'empêche qu'on voit aussi de la colère, de la bagarre, du rejet. Il y a un numéro avec quelqu'un qui semble le bouc émissaire du groupe assez fort. Enfin, on se met à sa place et on se dit le pauvre qu'est-ce qu'il prend et puis avec tous ces sentiments qui sont le prétexte qui sont le prétexte à des grands numéros de voltige et les personnes ne s'en sortent que par de la voltige qui est un magnifique pied de nez là pour le coup. Ben oui, c'est un outil et le mouvement surtout en fait, le mouvement est important. Et comme vous dites, il y a des gens qui sont perdus là-dedans. Ben, en tout cas, c'est des rôles qu'ils ont pris et qui sont bousculés, mais qui sont aussi intégrés dans le groupe. Et du coup, c'est un petit peu ça. Et quand je parle de nobles sentiments, et c'est parce que en fait, dans notre métier déjà, il y a quelque chose qui est en fait assez inné. En tout cas, c'est le respect et la confiance. C'est-à-dire qu'on va pas monter là-haut en ayant la haine contre son porteur ou contre son voltigeur, parce que ça marchera pas. Et puis on a la vie des gens entre nos mains, les porteurs entre autres. Mais voilà, il y a une prise de risque qui est importante. Et cette prise de risque, on la fait pas tout seul. On est à plusieurs à la porter. Et du coup, on peut se permettre de rigoler avec en chahutant à un, parce que de toute façon, on sait qu'on lui fera une embrassade à un moment donné. Voilà. C'est vrai que pour le spectateur que j'étais dimanche, lorsque je suis venu voir votre spectacle, à certains moments, quand il prend une bouffe, on se la prend aussi. Ouais, oui. Oui, c'est du spectacle vivant en fait. Donc effectivement, ça fait partie de l'histoire et c'est ça c'est ça que nous on aime, c'est-à-dire qu'en fait vous venez dimanche et le spectacle n'est pas le même le samedi, enfin pas le même bien évidemment. La trame reste la même, mais la sensibilité d'un artiste selon un jour n'est pas la même, et c'est ça qui est intéressant, et on joue de ça aussi, même si nous on est effectivement des professionnels du spectacle, donc du coup on se doit d'avoir notre répertoire, mais et puis en plus vous pouvez revenir le lendemain, vous verrez autre chose d'une autre place. Et Serge parlait pas mal de cet endroit-là, de l'endroit du point de vue en fait, du point de vue du spectateur. Parce qu'en fait, on a voulu, avec ce spectacle aussi, remplir l'espace du chapiteau. Il y a des choses qui se passent derrière les gradins, il y a des choses qui se passent en haut, en bas, à droite, à gauche. Et c'était important pour nous de faire voyager aussi le spectateur avec nous, à droite, à gauche, en haut, en bas, quoi. Et au-delà du côté spectaculaire et de la performance physique, votre spectacle fait comme un spectacle de théâtre. On a l'habitude de dire ici que le théâtre, c'est aussi une fabrique à images. Et c'est vrai que dans votre spectacle à vous, des images, il y en a plein. Il y a ce guitariste qui se retrouve accroché à un filin en train de faire un solo de guitare. Ma foi,
foi, plutôt bien fait. Je veux dire, il n'est pas escamoté ce solo de guitare, mais il se retrouve à 3 mètres du sol en train de le faire. Il y a sur la dernière partie de ce spectacle tous ces artistes qui montent, qui descendent, qui par les poutres métalliques qui soutiennent le chapiteau, qui par des filins, qui par des cordes. Enfin, il y a cette espèce de fabrique à images qui, au-delà de la performance physique, reste aussi dans la rétine du spectateur. Ça aussi, c'était voulu dans la façon de monter ce spectacle? Ouais, alors ça c'est voulu, puis en plus on va dire que c'est la genèse ce qu'on appelle le cirque de création. C'est-à-dire que le cirque de création, il va aller utiliser là vous avez parlé de théâtre, vous avez parlé d'histoire. Le cirque de création, pour se dénoter un peu du cirque traditionnel où les numéros s'enchaînent, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, nous on essaie de construire, alors pas forcément une histoire, mais une cohérence d'émotions. Avec un parcours d'émotions. Après, il y a des compagnies de cirque de création qui prennent carrément un bouquin pour le raconter. Ouais. Et nous, on va utiliser aussi, on va utiliser le théâtre, même si on n'est pas des comédiens. On va aller utiliser la danse, même si on n'est pas des danseurs. On peut même aller dans la vidéo, on peut même aller dans le chant. Enfin, voilà. Et un guitariste qui arrive et qui est OK pour se faire suspendre et de vivre cette aventure-là pour aussi pousser son expérience seulement de musicien, mais là presque il devient acrobate quelque part. Ouais. Donc du coup c'est ça qui est intéressant, c'est ce mélange-là, et nous on aime bien mélanger tout ça. Bon, on va vous laisser dans 3-4 minutes continuer votre échauffement, mais je vous laisse pas partir sans que vous me racontiez ce dernier quart d'heure. C'est quoi ce moment complètement apocalyptique qui finit ce spectacle? Parce que là aussi, quand vous disiez que si je viens le revoir, j'y verrai pas la même chose, j'en suis sûr, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce quart d'heure que le spectateur suit en apnée. Il a plus le temps de respirer, mais il loupe plein de choses parce qu'il s'en passe énormément. Alors, on va pas dire qu'il loupe plein de choses parce que il va être trop frustré si on dit ça. En fait, c'est juste que son œil n'a pas la capacité d'intégrer tout ce qu'on lui propose. Mais en fait, cette dernière scène que on fait, elle est, et c'est ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'en fait, nous, on est des spécialistes de l'aérien, de justement cet endroit-là de l'air. Et c'était intéressant pour nous de pas le mettre non plus, et comme je vous disais pour parler d'intimité avant, de pas le mettre en début de spectacle, et de aussi jouer avec les hauteurs, parce que dans le spectacle, il y a plusieurs fois on monte, on redescend, on a à des mi-hauteurs. Et là, en fait, c'est un peu le summum de l'histoire, parce qu'effectivement, c'est là-haut qu'on finit, c'est là-haut que nous aussi, on explose dans notre personnalité, dans notre façon d'être. Et du coup, c'est effectivement une espèce de bouquet final où on se sent chez nous, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a même plus besoin de rajouter par rapport à une partie théâtrale, parce qu'en fait, vous nous avez vus pendant 40 minutes en bas, et du coup, vous savez qui on est. Et c'est assez agréable en tant qu'artiste de savoir que le public vous connaît, vous a déjà croisé, vous a déjà senti, comme je disais tout à l'heure, et vous voit là-haut. Et c'est d'autant plus chouette de les impressionner justement là-dedans, parce qu'en fait c'est ça qu'on fait. C'est réellement, si on devait faire du cirque traditionnel, on ferait que ce numéro-là presque. Voilà. Oui. Et donc c'est notre explosion à nous, et c'est ce qui nous réunit tous un petit peu, et c'est ce qui fait que en fait on brave toutes ces douleurs, et on brave toute cette complexité, comme disait Serge, d'une grosse équipe, d'un gros chapiteau, pour ça pour cette voltige-là, parce que c'est ça qu'on a envie de faire, et c'est ça qu'on a envie de diffuser dans ce paysage culturel français. Et générant chez le spectateur à ce moment-là de la peur, de l'enthousiasme, de l'admiration, ce qui se voit dans l'explosion finale chez les spectateurs. Je crois que j'ai rarement entendu autant de gens applaudir, et aussi fort que à la fin de ce quart d'heure que l'on vit en apnée. C'est vrai que il y a vraiment un besoin de crier et d'applaudir pour extérioriser toutes les émotions qu'on a eues pendant ce quart d'heure-là. Et ça, c'est effectivement aussi parce qu'ils nous ont rencontrés, et qu'on s'est rencontrés avant, et qu'on s'est connus avant avec le public. Et c'est pour ça aussi que ça donne d'autant plus une envie d'être avec nous, parce que on se connaît en fait. Et du coup, c'est ça qui est aussi agréable. Et oui, après, au-delà de la prouesse et du danger et de la performance, ce
qu'on veut pas forcément mettre en avant, mais qui est inné à la voltige. Les gens, ils font dès que ça c'est en l'air, et c'est normal, mais on va pas le mettre en avant. Ça, nous, on préfère d'autres émotions. Et si ça tombe, c'est pas grave. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que le public nous fait confiance à ce moment-là. Voilà. Eh bien, écoutez, Benoît Belleville, merci de nous avoir consacré quelques minutes pour nous expliquer les tenants et les aboutissants d'un spectacle de cirque, en l'occurrence le vôtre, Earth Me Tender, que l'on peut voir ce soir à partir de 20h30. On vous laisse aller à l'échauffement. Nous, on va continuer à discuter tranquillement ici, en sirotant l'apéro. Très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, merci à vous, au revoir. Alexandrine Bianco, donc on l'a compris, un spectacle de cirque tel que celui que l'on peut voir actuellement à la Grennerie ne se monte pas comme ça ex nihilo, il y a toute une réflexion derrière. Ce travail de création, c'est un travail qui se fait comment? C'est un travail de 2-3 personnes? C'est un travail collectif? Alors chez nous, c'est un travail collectif. Donc tout le monde participe à la création. Après, il y a le montage de la production où il y a un peu moins de monde, quoi. C'est plutôt le bureau et puis quelques artistes intervenants qui nous appuient sur les recherches de partenariat. Mais sinon, c'est un travail collectif avec toujours une envie aussi d'avoir un œil extérieur sur ce qu'on fait. Et parfois de désigner dans le collectif aussi des gens qui sont peut-être un peu plus responsables artistiques sur telle ou telle proposition qu'on aura. Mais voilà, donc là, ici, c'est vraiment une création collective de Cirque Vost avec l'œil extérieur de Florent Bergal et François Julliot, qui ont été des personnes importantes. Donc, on l'aura compris aussi, votre compagnie superpose un certain nombre de productions qu'il joue à l'occasion, à droite à gauche, mais pas forcément toujours le même et sur la même saison. Il y a un projet qui se monte en ce moment avec cette compagnie, un nouveau projet? Il y a un nouveau projet qui se monte effectivement, qui devrait sortir en 23 et qui est un projet pour l'espace public, pour la rue, et sans hauteur. Ah d'accord. Donc là, ça va être du théâtre de rue que l'on pourrait voir à Ramonville, par exemple, lors du festival de rue. Mais pourquoi pas? Alors avec toujours quand même des agrès de voltige, mais à petite hauteur. À petite hauteur. Cette troupe, elle est basée où? Alors on est basé dans le Gard, à Champclauson, siège social, à côté de la Grand-Combe, commune de la Grand-Combe, commune minière du Gard, au nord d'Alès. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce spectacle-là, donc le Earth Me Tender, en référence évidemment au vieux morceau du King. Earth Me Tender, actuellement à la Grennerie, la compagnie Cirque Vost, donc jusqu'au 9 janvier, allez sur le site de la Grennerie, l'ensemble des dates et des heures ils sont donnés, parce qu'il y a des soirées, mais il y a aussi des après-midi et des fins d'après-midi, des séances à 15h30, à 18h30 et donc à 20h30 dans la semaine. Spectacle, vous l'aurez compris, hautement recommandé par la maison. Merci à vous d'être venu nous parler de ce spectacle. Merci. Et on se quitte avec un extrait sonore et un montage sonore de la musique que l'on peut écouter jouer en direct par un trio absolument décapant, joué en direct pendant ce spectacle.
quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Gaël Cérez, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, Gaël Cérez, le rédacteur en chef de Médiacité Toulouse. Une bonne nouvelle d'abord. J'ai cru comprendre dans les gazettes que ça y est, vous étiez sauvé. Vous aviez lancé un appel à souscription et à soutien en septembre en disant qu'il fallait 2000 abonnés de plus, puisque je le rappelle, Médiacité est un journal en ligne sur abonnement et vous les avez. On les a, donc on est sauvés pour 2022. Eh ben c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça nous fait 12 mois de sursis. Donc ouais, c'est un beau pas en avant. Les abonnés et les lecteurs ont été au rendez-vous, donc ça fait très plaisir à l'équipe, ça redonne du moral. Oui, et puis ça marque peut-être aussi la qualité du journal pour le coup. Peut-être aussi, et du coup, maintenant, on est à plus de 5000, presque 6000 abonnés, donc on va chercher les 2-3 000 qui restent. Et qui permettraient d'être à l'équilibre, d'embaucher plus, d'avoir plus de moyens, écrire toujours plus d'articles, d'enquêtes, de décryptage, de portraits, d'agenda culturel, d'avoir 5 journalistes en temps plein à Toulouse. Voilà, on peut rêver. Et demain, vous serez les maîtres du monde. C'est souvent comme ça que ça commence. Faut pas voir petit. J'ai cru comprendre dans les derniers articles publiés donc, par Médiacité Toulouse sur votre site que du côté de la mairie de Toulouse, il y avait encore du grabuge au niveau des gens qui travaillent dans les services de la mairie, encore du des cabinet. gens du cabinet, encore des gens qui partent, qui claquent la porte. Peut-être on y reviendra un autre jour, mais là vous avez décidé de nous parler du blues des cathos de Toulouse. Ouais, parce que j'en ai eu marre de parler de la mairie. Et du coup, j'ai voulu vous raconter l'histoire d'une espèce en voie de disparition, celle des cathos de gauche. Alors pour en rencontrer, c'est pas moi qui ai fait l'enquête, c'est Emmanuel Riondet qui est un de nos journalistes. Et qui était venu ici nous voir il y a quelque temps, accompagné par des rédacteurs de Chouf-Tolosa. Voilà, de Chouf-Tolosa. Un journal, aussi, un journal de quartier tenu par des bénévoles qui est un peu en pause en ce moment. Il faudrait qu'il revienne un peu dedans, parce que c'était pas mal ce qu'il faisait. Mais oui, effectivement, il les a suivis pour leur donner quelques conseils. Et du coup, il est allé... Pour retrouver cette espèce en voie de disparition, pour trouver quelques spécimens, il est allé sonner à la porte d'Annie Dreuil. Alors Annie Dreuil, je vais vous dire qui c'était, mais en tout cas, ce qu'il a vu d'abord dans son salon, c'est 2 journaux qui traînaient sur une table. Un exemplaire de témoignages chrétiens et un autre de Goliath. 2 journaux vraiment marqueurs de ce qu'on a longtemps appelé la gauche catho. Donc il était sur la bonne piste. On ne l'avait pas fourvoyé. Et donc Annie Dreuil, qui c'est une dame qui a créé la Maison des Chômeurs dans les années 80 à Toulouse, qui est aujourd'hui retraitée. Et quand on lui demande, quand il lui a demandé comment elle pouvait définir la gauche catholique, elle a d'abord fait un peu la moue. La gauche catho, elle lui a dit, ça n'a plus trop de sens aujourd'hui. Et puis d'abord, elle est où la gauche ? Bon, alors cette électrice de Benoît Hamon en 2017, elle pose une question que beaucoup de personnes se posent. L'actualité aujourd'hui avec la peut-être ou peut-être pas candidature de Christiane Taubira. L'apparition christique de Christiane Taubira. Ça m'a fait penser à l'élection municipale toulousaine où Pierre Cohen, l'ancien maire, disait « Il faut l'union, il faut l'union, il faut l'union ». Pelfig, Maurice, unissez-vous, et à la fin, bon, je serai candidat. Voilà. Donc de 2, on était passé à 3. Unissez-vous derrière moi. Voilà, c'est à peu près la même chose, effectivement. Bon, mais nous, donc, on va s'unir derrière le Christ, vu que c'est le sujet de notre enquête. Et c'est d'actualité. Et voilà. Et donc, la question, où est la gauche, mais où est l'Église, principalement ? Et où est l'Église dans un contexte un peu particulier, pas franchement original, parce que ça fait quand même quelques années que ça traîne, mais récemment, en octobre, au début octobre, il y a eu le rapport Sauvé de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a encore plus fragilisé cette institution catholique avec donc, des abus sexuels, de la pédophilie, etc., des centaines de témoignages. Annie Dreuil, quand Emmanuel Riondet l'a lancé là-dessus, elle a dit qu'elle lui a répondu que, selon elle, l'Église était totalement discréditée pour intervenir dans le débat public. Elle-même, elle en avait pris ses distances depuis longtemps de cette Église. Elle va pas à la messe le matin, elle fait l'Eucharistie domestique, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent entre un petit groupe de
de croyants avec un prêtre à leur domicile, entre potes, quoi, j'ai envie de dire. Elle donne plus rien aux deniers du culte. Elle affirme d'ailleurs qu'elle n'est pas la seule à avoir fermé le robinet de ce côté-là. Et elle fustige une église qui ne doit pas être une puissance dominatrice en surplomb, car ce n'est pas sa place. Ce sont ces citations. En 2019, Anne Hidroy, elle a aussi signé un appel des 7 pour faire du neuf, qui était un texte initié par des catholiques de base, c'est comme ça qu'il se présentait, toulousain, qui a quand même recueilli 1000 signatures. Alors je ne sais pas trop estimer le nombre de croyants catholiques à Toulouse, mais 1000 signatures, c'est pas trop mal. Et ça réagissait déjà à une tempête que traversait l'Église catholique à ce moment-là sur de révélations de pédocriminalité. Il y avait aussi tout un tas de revendications locales. Ces laïcs, en fait, ils demandaient un espace pour pouvoir prendre davantage de place et que les réalités de la société soient un peu mieux prises en compte par l'évêché, par l'organisation de l'Église, quoi. Ce qui est une revendication ancienne de laïcs catholiques en France. Ça fait depuis des années qu'ils demandent à être plus partie prenante dans tous les actes de la liturgie, mais aussi dans la vie de l'Église, au nom aussi d'un manque de prêtres dans tout l'Hexagone. Oui, alors là, vous ouvrez une porte sur le célibat des prêtres, tout ça, on pourrait y passer toute la nuit. C'est un débat que les protestants ont réglé, que les juifs ont réglé aussi. Y compris dans le côté que vous nous décrivez il y a 2 minutes de cérémonie à domicile. C'est vrai que dans le protestantisme, ça fait belle lurette que cette pratique-là existe. Bon, mais en tout cas, la pétition qu'elle avait signée en 2019 s'était accompagnée d'un dossier qu'il avait annoncé comme conséquence sur les dysfonctionnements parfois graves observés dans le diocèse de Toulouse. Tout ça avait été envoyé à la nonciature à Paris, donc c'était l'équivalent de l'ambassadeur du pape en France. Il n'y a pas eu de suite. Alors c'était un cahier de doléances avant l'heure, avant les cahiers de doléances, après ceux de la Révolution, mais avant ceux des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes, voilà. On ne sait pas où ils sont non plus d'ailleurs. Anne Hidroy, elle est très très remontée contre l'actuel archevêque de Toulouse, monseigneur Robert Le Gall, qu'elle décrit comme un conservateur cléricaliste qui a mis en place des prêtres de l'Opus Dei. Alors, elle le conjugue au pluriel, elle exagère un peu parce que c'est vrai qu'en 2008, il y a un prêtre qui est de l'Opus Dei qui a été mis à la tête de l'église de la Dalbade. Ça a fait polémique, il y a eu des articles de Bruno Vincent, notamment dans l'UMA à ce sujet-là. Depuis, c'est un vieux prélat de 75 ans qui était pas prêtre mais moine. Bon, donc il n'a pas vraiment... officier. Voilà, il a joué son rôle, mais a priori, ce qu'elle disait, elle et d'autres croyants de gauche, c'est qu'il n'était pas trop dans la communication, quoi. C'est pas son truc, quoi. Ouais. L'Opus Dei, deux mots pour rappeler ce que c'est. La grosse colle, l'Opus Dei, c'est, on va dire, Si je dis, c'est une secte assez conservatrice au sein de l'Église, elle-même une très grande secte. Est-ce que je suis loin de la vérité ou pas? Ou je blasphème? Je ne sais pas. L'Opus Dei, l'œuvre de Dieu en latin, me dit Wikipédia. Je ne sais pas si on peut appeler ça une secte. En tout cas, c'est un courant très conservateur dans l'Église, minoritaire et plutôt espagnol d'origine, mais et voilà. Minoritaire, mais qui s'est donné les moyens d'œuvrer notamment au sein des élites du catholicisme européen pour essayer, et même ailleurs qu'en Europe, pour essayer de marquer un peu ces élites-là quand elles vont à un moment donné avoir des responsabilités. Et c'est vrai que l'Opus Dei a aussi travaillé là-dessus. Voilà, et bon, je voudrais... En fait, moi, personnellement, l'Opus Dei, j'en connais pas grand-chose, donc je voudrais pas dire des poncifs idiots, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est vrai que c'est pas des gens très libéraux et pour une réforme ouverte de l'Église, fin du célibat des prêtres, etc., aspect de l'homosexualité, etc., etc. J'en ai même perdu mon texte, j'y reviens. En tout cas, l'évêque actuellement de Toulouse... grande nouvelle pour les auditeurs de campus qui doivent suivre ça avec attention, j'imagine. Il a annoncé qu'il renonçait à sa charge, 75 ans, il en avait marre. Et du coup, son successeur a été nommé, il prendra
sa place en janvier. Il s'appelle Guy de Kérimel, il nous arrive de Grenoble. C'est un prêtre, lui, un peu plus jeune, il fait des vidéos sur YouTube, donc il a un peu plus les codes. Bon, alors Annie Dreuil, elle n'est pas trop fan déjà, hein. Elle pense qu'il n'est pas très proche de ce qu'elle pense et qu'elle n'est pas sûre que ça va ouvrir un peu plus de pluralisme. Mais bon, faut pas juger avant de voir, hein. Donc, c'est... D'ailleurs, on est allé voir, notre collègue, là, il est allé voir d'autres personnes, Jean-Pierre Caparros, Jean-Yves Barrault, Marie-Françoise Dacosta, ce sont des spécimens de la gauche catho, qui attendent eux aussi avec intérêt les premiers pas de ce nouvel évêque. Ils sont membres en fait de l'Action catholique ouvrière, qui à la base est un mouvement né dans les années 50 pour, voilà, comme son nom l'indique, réunir tous les ouvriers cathos et faire des choses ensemble. Ils espèrent que le nouvel évêque sera un peu plus proche des pauvres que l'actuel. Alors Jean-Pierre, c'est un ingénieur, il milite encore d'ailleurs à la CGT. Jean-Yves, c'est un ex-salarié agricole, aussi à la CGT. Il a été au PCF, maintenant il se dit plus proche de la France Insoumise. Marie-Françoise, elle est un peu plus à droite de la gauche. C'est une ancienne prof d'histoire géo, elle a été encartée au PS pendant des années et elle a quitté le parti. Maintenant, elle est dans ATD Carmont, donc plutôt une associative. Ces trois-là, trois retraités, du coup, font partie d'un groupe de 125 personnes à jour de cotisation. C'est important, parce que c'est souvent comme ça qu'on voit si une association est un peu morte ou vivante, qui se répartissent dans une vingtaine d'équipes qui maillent le Grand Toulouse, donc c'est finalement assez actif. Et donc, leur credo, c'est donc d'être à la fois des disciples du Christ, comme le Christ qui vivait et agissait dans le monde parmi les pauvres, je cite, et tout en rappelant leur attachement au monde ouvrier et aux plus petits. C'est pareil, c'est une citation c'est eux qui se présentent comme ça. Bon, dans les faits, la CO ne réunit pas beaucoup d'ouvriers et encore moins de jeunes aujourd'hui. C'est beaucoup de têtes blanches. Eux-mêmes en ont conscience, hein. Il disait que pendant longtemps, les membres étaient engagés dans l'action syndicale ou politique, mais que le libéralisme a fait éclater les structures collectives de ce type. Aujourd'hui, il y a encore des syndicalistes, mais que c'est surtout des gens qui viennent du monde associatif. D'ailleurs, il remarquait qu'il n'y a plus beaucoup de prêtres ouvriers non plus. Les derniers sont à la retraite, donc il n'y a pas eu de relève de ce côté-là. Marie-Françoise, d'ailleurs, elle hallucinait un petit peu que les quelques jeunes qui les rejoignaient, ils n'étaient pas vraiment engagés de la même façon, quoi. Du coup, pour aller trouver d'autres cathos de gauche, Emmanuel Riondé, il s'est rendu à la Patte d'Oie, à l'église du Sacré-Cœur, qui est cachée en fait derrière la Patte d'Oie. Il y a un porche, c'est sympa à découvrir. D'ailleurs, il y a un petit raccourci pour aller dans la rue derrière, pour ceux que ça intéresse. C'est là qu'il a rencontré l'association Solidarité Migrants Patte d'Oie, qui propose une bagagerie, de l'accueil, des cours de français aux migrants de passage. Donc, dans le contexte actuel, lier ça au catho, c'est toujours intéressant. Ça rappelle que on retrouve des valeurs humaines un peu partout. Il a rencontré Ferruccio Baggio, qui est un Italien et Toulousain d'adoption, qui est arrivé dans les années 70 à Toulouse, qui a 75 ans aujourd'hui, donc c'est pas tout jeune encore, qui explique que cette asso, elle est née au cœur de la paroisse, et qu'elle l'œuvre, comme son nom l'indique, pour aider les exilés de passage dans la Ville Rose. Lui, il a été technicien dans l'aéronautique, également à la CGT. Et il a constaté évidemment des évolutions dans l'Église qui l'ont chagriné. Il dit que les gens ont peur aujourd'hui, qu'ils se protègent, qu'ils se replient. La paroisse, là, c'est bien, il y a un héritage un peu catholique de gauche, mais dans l'Église aujourd'hui, le chemin qu'il voit, c'est plutôt le conservatisme, et ça le désole en fait. Comme à la CO, la relève générationnelle, elle est très faible, voire inexistante, faut l'avouer. Et Ferruccio, lui, se dit étonné que la nouvelle génération de chrétiens soit très portée sur le culte, au détriment d'engagements plus concrets, comme le sien, par exemple. Quand on l'interroge sur le rapport Sauvé, il se dit surpris par l'ampleur, mais il savait déjà qu'il y avait des problèmes. Annie Dreuil, elle affirme que l'Église, elle doit évoluer avec la société sous peine d'être condamnée à terme. Et paradoxalement, elle dit le rapport Sauvé, c'est quelque chose de catastrophique, évidemment, vu les horreurs que ça révèle, mais c'est peut-être aussi ce qui poussera la hiérarchie de l'Église à se remettre en question et peut-être à repartir sur de nouvelles bases.
Moi, j'ai envie de dire amen. Ben voilà. Les cathos de gauche à Toulouse, la nouvelle de cette chronique, c'est que il y en a encore, et c'est vrai que vous parliez de syndicalisme, vous parliez de mouvements liés au prolétariat. Il faudrait se souvenir que Toulouse a été longtemps un endroit où la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, avait une place importante dans les mouvements de jeunes, et que je pense qu'actuellement elle est quasiment inexistante. On ira creuser de ce côté-là pour le confirmer. Voilà, merci Gaël, et on se retrouve l'année prochaine. Et oui. Bonnes vacances. Au revoir. Au revoir. T'embrasser, des pleurs dans la gorge, des plumes jusqu'au cou. Des larmes de pétrole, de parfum suicidé, des pleurs dans la gorge se dissout à rabord. Est si noir, du plomb se dissout dans le bois, capture. Pour ne pas sombrer comme le beau ténébreux, du plomb dans les nerfs se dissout, baby. Poupée si collante, grand bois, caresse. Du plomb dans les nerfs, capture, capture. Vous croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Et évidemment que ça va marcher, ce qu'on vient d'écouter, c'était Grand Ressac avec le bon ténébreux. Grand Ressac, alias Timothée de Moury, 10 ans berlinois, où il a œuvré dans les musiques plutôt électro, qui viennent de s'installer à Lozère, et puis il nous sort là depuis 4-5 mois des singles par rafale, qui devraient bientôt déboucher sur un album, et ça c'est son dernier single en date, donc beau ténébreux, Grand Ressac, à suivre de manière un peu attentive ce jeune homme, avec une écriture plutôt bien léchée, et puis une musicalité dans ses compositions assez réjouissante. Caramel.